Une planète peut-elle dépasser la taille de son étoile parente? Si l'on parle d'une étoile comme notre Soleil, cela semble extrêmement improbable. Toutefois, considérons le cas d'une naine blanche, résidu d'une étoile similaire au Soleil, qui, après avoir expulsé ses couches externes, ne conserve que son noyau. Ce noyau compact, que l'on nomme naine blanche, atteint généralement une taille comparable à celle de notre planète. Dans le cas où une étoile abritait, avant son extinction, une planète plus grande que la Terre, cette planète pourrait survivre au chaos stellaire. Une telle configuration pourrait alors donner naissance à un système où la planète surpasse l'étoile en taille. Des observations ont effectivement révélé l'existence de systèmes de ce genre. Mais une difficulté s'impose. Une naine blanche n'est plus une étoile active comme notre Soleil. Privée de toute production d'énergie, elle se refroidit lentement, ce qui limite l'intérêt pour un tel système. À titre de comparaison, le Soleil est un astre en pleine activité, alimenté par la fusion de l'hydrogène en hélium dans son noyau. Ce processus, entamé il y a plus de 4 milliards d'années, se poursuivra encore pendant 7 ou 8 milliards d'années. En termes de dimension, le Soleil est 10 fois plus grand que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Quant aux planètes, il n'est pas possible qu'elles soient considérablement plus grandes que Jupiter. Toute augmentation de masse entraîne une contraction de leur taille. Il semble donc exclu qu'une planète dépasse la taille du Soleil. Cela dit, il existe des étoiles naines rouges, des astres de faible luminosité qui comptent parmi les plus petites étoiles observées. À peine assez massives pour maintenir une fusion nucléaire, ces étoiles présentent des dimensions extrêmement réduites. Les plus petites étoiles connues, récemment découvertes, EBLM J055557AB et 2 masses J052338V2 14O3O22, fusionnent difficilement l'hydrogène en hélium et nécessitent une masse minimale d'environ 0,77 fois celle du Soleil, soit environ 75 masses de Jupiter, pour y parvenir. Bien que minuscules, elles demeurent des étoiles à part entière. Certaines possèdent une taille inférieure à celle de Jupiter, et l'une d'entre elles rivalise même avec Saturne en termes de petitesse. Cela signifierait-il qu'une étoile pourrait avoir une planète plus grande qu'elle-même? En théorie, oui. Toutefois, en pratique, ces systèmes planétaires demeurent extrêmement rares et difficiles à identifier. Nous avons découvert et étudié un grand nombre d'exoplanètes, ces mondes gravitant autour d'autres étoiles. Ces observations ont révélé des caractéristiques variées, telles que des différences de masse, de taille ou de luminosité. Toutefois, une tendance se dégage. Les naines rouges n'abritent généralement pas de géantes gazeuses dans leur orbite. Lorsqu'elles possèdent des planètes, celles-ci sont le plus souvent de petits mondes rocheux, semblables à la Terre, que l'on qualifie également de planètes telluriques. À titre d'exemple, le système TRAPPIST-1, une naine rouge, compte 7 planètes de la taille de la Terre autour d'elle. Les géantes gazeuses en orbite autour des naines rouges sont extrêmement rares. Moins d'1 sur 100 de ces petites étoiles semblent abriter une telle planète. Ce chiffre pourrait même être surestimé, car il repose sur l'observation de candidates dont l'existence n'a pas encore été confirmée. Par ailleurs, les étoiles les plus petites sont également celles qui émettent le moins de lumière, ce qui les rend difficiles à détecter. Identifier la présence de planètes autour de ces astres représente donc un défi. Et lorsqu'elles en possèdent, il reste complexe de déterminer si ces planètes sont gazeuses ou telluriques. Toutefois, l'existence d'un système où une planète dépasse la taille de son étoile reste possible, bien que sa probabilité soit extrêmement faible. Par ailleurs, les naines rouges sont très répandues. Elles représentent environ 70% des étoiles de la galaxie, ce qui en fait le type d'étoile le plus courant. Même si les naines rouges extrêmement petites sont relativement rares, leur nombre dans la galaxie se compte probablement en millions, voire en milliards. Ainsi, même si une faible proportion de ces étoiles abrite des géantes gazeuses, cela pourrait signifier qu'un nombre significatif de ces systèmes existent. Et parmi eux, certains pourraient bien héberger des planètes plus grandes que leurs étoiles hôtes. Regardez ça! Des astronomes ont récemment découvert une étoile à neutrons, aussi appelée étoile morte, tournant à la vitesse extraordinaire de 716 tours par seconde. C'est l'une des étoiles les plus rapides que nous ayons jamais trouvées dans l'univers. Et il n'y a pas que sa vitesse. La surface de cette étoile à neutrons est en éruption constante, avec des explosions surpuissantes. Mais avant de nous plonger dans le mystère de cette étoile à neutrons, voyons ce que sont réellement ces objets. Ils se forment à partir des restes d'étoiles massives, dont la masse est au moins 8 fois celle du Soleil. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible nucléaire, elles ne peuvent plus contrer la force de gravité qui attire leur matière vers l'intérieur.
Cela entraîne l'effondrement de leur noyau et déclenche une gigantesque explosion de supernova qui fait voler en éclats les couches extérieures de l'étoile. Ce qui reste est un noyau ultra dense, une étoile à neutrons. Ces vestiges stellaires sont incroyablement petits, généralement d'une largeur de seulement 19 km. Et pourtant, leur masse est supérieure à celle du Soleil. La densité des étoiles à neutrons est également très impressionnante. Imaginez que vous preniez la masse de 2 soleils et que vous la compressiez en une sphère de la taille d'une ville. Une seule cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 10 millions de tonnes. C'est l'équivalent du poids combiné de 85 000 baleines bleues. Cette densité extraordinaire est à l'origine des champs gravitationnels extrêmement puissants des étoiles à neutrons. Lorsque de la matière tombe sur une étoile à neutrons, elle accélère jusqu'à atteindre une vitesse de plusieurs millions de kilomètres par heure avant de percuter la surface. L'énergie libérée par de tels impacts est vraiment stupéfiante. Malgré son nom, une étoile à neutrons ne contient pas que des neutrons. Quelques protons y survivent également. Normalement, les protons se repoussent mutuellement du fait qu'ils présentent une même charge positive. Mais dans une étoile à neutrons, la gravité écrasante les rapproche tellement que la force nucléaire prend inexorablement le dessus. Elle les attire vers les neutrons comme s'ils faisaient tous partie de la même équipe. À l'intérieur de l'étoile, plus on descend, plus les choses deviennent étranges. Près de la surface, les neutrons s'agglutinent en amas, un peu comme des gnocchis de neutrons. Un peu plus bas, ces amas s'assemblent en longues chaînes, formant ce que les scientifiques appellent la couche spaghetti. Je commence à avoir faim. À des pressions encore plus élevées, les chaînes spaghetti fusionnent côte à côte, créant des feuilles plates, des lasagnes de neutrons. Continuez à descendre encore plus profondément et les lasagnes finissent par se décomposer en une masse uniforme. Mais même alors, la structure n'est pas lisse. Il y a des espaces, de longs vides en forme de tube qui ressemblent beaucoup aux pâtes pennes. Ainsi, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, vous avez des couches de gnocchi, de spaghettis, de lasagnes et de pennes. Et chacune de ces couches illustre les résultats époustouflants de la physique sous une pression démentielle. Bon, je vais certainement manger italien aujourd'hui. Cette étoile à neutrons récemment découverte fait partie d'un système binaire situé dans un amas d'étoiles denses. Cet amas est situé près du centre de la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Sagittaire. La vitesse de rotation record de cette étoile est extraordinaire. Si l'on prend une période non pas d'une seconde, mais d'une minute, on obtient plus de 42 000 rotations. Cette nouvelle venue est à égalité avec une autre étoile à neutrons. Elles tournent toutes deux exactement à la même vitesse. Des vitesses de rotation aussi extrêmes sont rares, et font de ces étoiles des cas particuliers en termes de comportement et de propriétés. Mais ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le partenaire binaire de notre étoile à neutrons. Il s'agit d'une naine blanche, le vestige dense d'une étoile similaire à notre Soleil en termes de taille. Cette naine blanche est également très rapide. Elle orbite autour de l'étoile à neutrons toutes les 11 minutes. Cela fait du couple un système binaire avec la période orbitale la plus courte jamais observée. Imaginez un objet stellaire tournant autour de son partenaire plus vite qu'il ne faut pour préparer une tasse de café. Oui, c'est le genre de vitesse dont nous parlons ici. Cette orbite serrée et rapide nous montre à quel point les forces gravitationnelles sont puissantes à l'intérieur du système. Vous vous demandez peut-être pourquoi les étoiles à neutrons tournent si vite. C'est une question de conservation du moment cinétique. Je m'explique. Lorsqu'une étoile massive s'effondre pour devenir une étoile à neutrons, elle rétrécit considérablement. Une compression aussi rapide accélère instantanément sa rotation. C'est comme un patineur qui tourne plus vite lorsqu'il rentre ses bras. Et plus l'étoile est petite, plus elle tourne vite, ce qui entraîne des vitesses de rotation extrêmes. Dans les systèmes binaires comme celui-ci, les étoiles à neutrons peuvent atteindre des vitesses de rotation encore plus élevées. Leur astuce consiste à voler de la matière à leurs étoiles compagnes. On appelle ce processus chapardage. Non, je plaisante. Ça s'appelle l'accrétion. La matière volée est porteuse d'un moment cinétique qui augmente la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Cette matière peut également s'accumuler à la surface de l'étoile à neutrons, ce qui finit par déclencher de puissantes explosions thermonucléaires. Elle libère d'immenses quantités d'énergie, donnant temporairement à l'étoile une luminosité jusqu'à 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Cela permet aux astronomes d'étudier les détails complexes de ces environnements extrêmes. L'instrument à rayons X de la NASA à bord de la Station spatiale internationale, officiellement appelé Neutron Star Interior Composition Explorer, et heureusement surnommé NICER, a observé 15 explosions thermonucléaires à la surface de notre étoile à neutrons entre 2017 et 2021.
L'une de ces explosions a révélé un motif unique, appelé oscillations thermonucléaires, qui sont des taches de luminosité très asymétriques sur les couches superficielles brûlantes des étoiles à neutrons en accrétion. Ce motif correspondait à la vitesse de rotation de l'étoile et confirmait ainsi sa vitesse extrême. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Si les étoiles à neutrons sont déjà extrêmes, il en existe une autre catégorie qui élève le niveau d'un cran, les magnétars. Les magnétars sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques incroyablement puissants, jusqu'à 1000 billions de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces champs les distinguent des autres étoiles à neutrons. Ils peuvent déformer les atomes des objets proches, rendant la vie impossible à proximité. Quant à la densité d'énergie du champ magnétique d'un magnétar, elle est extrêmement élevée, soit 10 000 fois supérieure à la densité de masse du plomb. Les magnétars produisent également des sursauts de rayons X et de rayons gamma si puissants qu'ils peuvent temporairement éclipser des galaxies entières. Ces sursauts sont souvent déclenchés par des séismes stellaires, des déplacements violents de la croûte du magnétar causés par ses propres champs magnétiques. Par exemple, en 2004, un sursaut gamma provenant d'un magnétar a été si puissant qu'il a perturbé l'ionosphère terrestre. Il a frappé la Terre et il était si intense que plusieurs satellites ont pu le détecter. Le satellite Swift, construit spécifiquement pour détecter les sursauts gamma de l'univers, n'a pas seulement enregistré l'explosion, il a été frappé par une telle énergie que ses capteurs ont été complètement surchargés. Et Swift ne se trouvait même pas en face du sursaut. L'énergie était si forte qu'elle a traversé l'engin spatial et a submergé ses caméras. Si un magnétar était situé aussi près de la Terre que la Lune, son champ magnétique supprimerait toutes les données des cartes de crédit de la planète en effaçant les bandes magnétiques. Voilà le niveau de puissance auquel nous avons affaire ici. Les magnétars sont extrêmement actifs, mais pour une durée relativement courte. Leurs champs magnétiques intenses s'affaiblissent après environ 10 000 ans. Après cela, ils cessent d'émettre de puissants rayons X et gamma. Les astronomes pensent qu'il existe au moins 30 millions de magnétars inactifs dans la seule Voie lactée. Ces vestiges cosmiques silencieux sont dispersés dans toute la galaxie. Les étoiles à neutrons et les magnétars servent de laboratoire pour la physique extrême. Ils permettent aux astronomes de mieux comprendre le comportement de certaines matières dans des conditions que vous ne pourriez jamais reproduire sur Terre. L'incroyable densité de ces objets aide les scientifiques à comprendre ce qui se passe lorsque les protons et les électrons sont comprimés ensemble pour former des neutrons. Cela crée des états de la matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Ces violentes explosions sur les étoiles à neutrons et les magnétars jouent également un rôle essentiel dans la formation d'éléments lourds, tels que l'or et le platine. Ces éléments sont dispersés dans tout l'univers lors de ces événements énergétiques pour finalement faire partie des planètes et des étoiles, et de vous et moi. D'ailleurs, l'instrument NICER de la NASA a joué un rôle clé dans la découverte du mystère des étoiles à neutrons. Sa capacité à détecter les rayons X avec une grande précision a permis aux astronomes d'étudier la rotation rapide de l'étoile dont nous avons parlé, ainsi que les explosions thermonucléaires qui se produisent à sa surface. Vraiment époustouflant. Les scientifiques avancent une théorie fascinante. Et si l'ensemble de notre univers se trouvait en réalité à l'intérieur d'un trou noir? Ce concept, appelé cosmologie des trous noirs, suggère que l'univers observable, tout ce qui nous entoure, pourrait être logé au sein d'un trou noir, lui-même situé dans un univers parent, ou même dans un multivers. Ce multivers pourrait à son tour appartenir à un ensemble encore plus vaste, et ainsi de suite, à la manière de poupées russes. Cela semble relever de la science-fiction, mais cette hypothèse repose sur des faits intrigants. En retraçant l'histoire de notre monde, les scientifiques expliquent que tout aurait commencé par une singularité. Imaginez réduire progressivement une gigantesque sphère. À un moment donné, elle deviendrait extrêmement dense avant de s'effondrer. Bien qu'il soit difficile d'imaginer cela, l'espace permet de compresser des quantités inimaginables de masse dans un point minuscule. Ce point, appelé singularité, contient la matière compressée dans un espace infiniment réduit, plus petit qu'un atome, tout en conservant l'intégralité de sa masse, celle de tout l'univers, tout en n'occupant quasiment aucun volume. À l'intérieur de cette singularité, les conditions sont si extrêmes que les lois classiques de la physique cessent de s'appliquer. Tout ce que nous connaissons, le temps, l'espace, la matière, s'effondre, rendant tout processus au-delà de ce point totalement incompréhensible pour notre logique actuelle. Ainsi, les scientifiques estiment que ce fut le point de départ de notre univers.
Lorsque le Big Bang se produisit, ce minuscule point contenant tout ce qui existe s'est étendu, jusqu'à couvrir l'ensemble de l'espace. C'est à partir de là que l'univers tel que nous le connaissons a commencé à se former. Or, selon les chercheurs, une singularité similaire existerait également au cœur des trous noirs. La relativité générale affirme qu'un trou noir se forme lorsqu'un objet de très grande taille, comme une étoile, s'effondre sous l'effet de son propre poids. Plus la masse est importante, plus la gravité s'intensifie. Dans le cas d'une étoile colossale, des dizaines de fois plus massive que notre Soleil, ce point minuscule développe une gravité phénoménale. C'est cette force qui attire tout ce qui l'entoure et déforme si profondément la structure de l'espace-temps qu'elle crée l'apparence d'un trou dans l'univers. Ce serait le centre d'un trou noir. Un point où toutes ces choses se rassemblent et sont écrasées dans une singularité infiniment dense. Alors, notre univers pourrait-il être un simple point de singularité, niché à l'intérieur d'un immense trou noir, lui-même situé dans un autre univers? Ce serait véritablement stupéfiant. Mais il n'est pas si facile de comprimer un objet au point de déformer littéralement l'espace-temps. Il faudrait une pression extrême. Si vous vouliez créer un petit trou noir à l'échelle humaine, il faudrait réduire cet objet à la taille d'un noyau atomique. Pour obtenir un trou noir de la taille d'un pois chiche, il faudrait compresser l'intégralité de notre planète. Mais notre univers est constitué à 99% d'espace vide, avec des milliards de kilomètres de néant entre les étoiles. Si vous regroupiez toute la matière de l'univers, le résultat serait étonnamment compact. Tout ce qui nous entoure, y compris les galaxies, étoiles, planètes et poussières, tiendrait dans un cube de seulement 1 milliard d'années-lumière de côté. À titre de comparaison, la Voie lactée mesure à elle seule 100 000 années-lumière. C'est dire si la matière est rare dans l'univers. Cependant, à une telle densité, ce tout serait d'une masse absolument colossale. Cette masse s'effondrerait probablement en un trou noir. Et voici la partie surprenante. Ce trou noir aurait à peu près la même taille que l'univers lui-même, avec une masse et une énergie équivalentes. De plus, il posséderait la même densité moyenne. Le rayon d'un trou noir s'accroît avec sa masse. Plus il avale, plus il grandit. Mais paradoxalement, sa densité diminue à mesure qu'il se développe. Pour une taille aussi conséquente que celle de l'univers, il serait en réalité plutôt clairsemé. Et ce n'est pas la seule coïncidence. Nous avons un concept baptisé le rayon de Hubble, ou horizon des événements cosmologiques. Si l'on imagine notre univers observable comme une gigantesque bulle, son bord représenterait la zone la plus éloignée de l'univers que nous puissions percevoir. C'est un peu comme quand vous vous tenez dans un champ et tentez de voir au loin. Vos yeux décrivent un cercle, c'est la même idée. Il pourrait y avoir plus au-delà de ce point, mais cela restera à jamais un mystère. Au-delà de cet horizon, la lumière provenant des régions lointaines de l'univers ne pourra jamais atteindre notre monde. Cela est dû à la vitesse limitée de la lumière et à l'expansion trop rapide de l'espace entre nous et ces régions. C'est comme courir vers quelque chose tout en étant poussé en arrière, par un vent d'une force démesurée. Tant que nous restons sur Terre, nous serons à jamais coupés de ces lointaines frontières de l'univers. Les trous noirs possèdent quelque chose de terriblement similaire, appelé l'horizon des événements, ou le rayon de Schwarzschild. Il s'agit du point de non-retour. C'est cette ligne imaginaire qui est souvent représentée sous forme de contours lumineux autour des trous noirs. Tout ce qui franchit cet horizon des événements, tombant à l'intérieur, est irrémédiablement perdu. Ni lumière, ni matière, ni information ne peuvent en sortir. La gravité des trous noirs est bien trop puissante, ce qui en fait des aspirateurs cosmiques parfaits. Comme nous l'avons évoqué précédemment, si nous créions un trou noir de la taille de l'univers, il posséderait la même masse et le même rayon d'horizon des événements. Bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit là de simples coïncidences, d'autres estiment que cela pourrait être un indice suggérant que notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir. Cette théorie avance également que notre univers ne serait pas le seul. Il pourrait exister dans l'un des nombreux trous noirs répartis dans un multivers encore plus vaste. Dans ce modèle insensé, chacun de ces univers, tant le nôtre que celui de notre monde parent, pourrait être le berceau de son propre univers, régi par un ensemble distinct de lois physiques et de structures. Ce serait une chaîne étrange. Il existe une théorie qui avance que des univers pourraient naître à l'intérieur des trous noirs, en quelque sorte. Elle est connue sous le nom de théorie d'Einstein-Cartan. Cette théorie aborde aussi la question de la singularité, mais sous un angle différent. Elle postule que, au lieu de se condenser en un point infiniment dense, la matière pourrait générer un trou de verre.
Ce dernier serait une sorte de tunnel à travers l'espace et le temps. Ce trou de verre, aussi connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen, pourrait relier deux régions distinctes de l'univers. Dans ce scénario, un côté du tunnel correspondrait au trou noir, tandis que de l'autre côté, un tout nouvel univers pourrait être en train de se former. Ainsi, il pourrait fonctionner comme une téléportation. Dès que vous franchissez l'horizon des événements, vous seriez transporté vers ce nouveau monde. Mais dans ce cas, il devrait y avoir une sorte d'ouverture. Certains chercheurs ont imaginé cela et l'ont nommé un trou blanc. Bien que cela n'existe pas réellement, du moins à notre connaissance, il pourrait être possible, quelque part de l'autre côté. Ce trou blanc fonctionnerait comme la sortie d'un trou de verre, une zone où la matière est constamment expulsée au lieu d'être aspirée. Cela signifie que vous ne pourriez rien y jeter. Tout serait immédiatement rejeté. Tout cela reste purement théorique, bien entendu. Ces idées s'intègrent bien dans le concept du Big Bounce. Cette théorie propose qu'au lieu que notre univers ait commencé par un unique Big Bang, il aurait rebondi à partir d'un état antérieur de contraction. Vous vous souvenez de l'analogie de la balle comprimée? Peut-être qu'il existait une autre balle univers, comprimée jusqu'à une taille minuscule, avant de rebondir et de s'étendre à nouveau. Ainsi, au lieu d'un univers né de rien, nous pourrions vivre dans un univers qui serait le recyclage cosmique d'un autre. Il existe aussi une autre version de cette théorie, parfois appelée cosmologie par onde de choc. Cette idée soutient que le Big Bang pourrait avoir été provoqué par une explosion à l'intérieur d'un trou noir. Cela aurait donné naissance à l'univers en expansion que nous voyons aujourd'hui. À mesure que l'univers s'étend et que la densité de matière diminue, le trou noir pourrait finir par se transformer en trou blanc. L'inverse d'un trou noir, où la matière est expulsée au lieu d'être aspirée. Mais même si ces connexions sont fascinantes, elles ne constituent pas des preuves. Il n'existe pas d'expérience ni d'observation qui pourrait valider ou invalider ces théories audacieuses. Elles restent donc, pour l'instant, de simples spéculations. Mais au moins, c'est amusant de spéculer. Réfléchissons un petit instant. Et si, au lieu de construire des vaisseaux spatiaux pour traverser les étoiles, une civilisation super avancée décidait de transformer tout son système stellaire en un vaisseau spatial? C'est-à-dire un soleil, des planètes et tout un tas d'astéroïdes qui filent tous ensemble à travers la galaxie. C'est ce qu'un philosophe, Clément Vidal, a suggéré dans sa récente théorie de l'espace. Ces extraterrestres pourraient avoir d'innombrables raisons pour vouloir explorer l'espace. Peut-être qu'une étoile à proximité est sur le point d'exploser en supernova, détruisant tout dans son voisinage immédiat, y compris leur système solaire. Ou peut-être sont-ils à la recherche de nouvelles ressources quelque part dans l'univers, ou qu'ils cherchent à propager la vie. Mais notre galaxie a un petit problème. Elle est d'une immensité inconcevable. Ainsi, même si ces créatures bellies se déplaçaient à la vitesse de la lumière, passer d'une étoile à une autre leur prendrait des milliards d'années. Cependant, s'ils pouvaient simplement déplacer tout leur système solaire, ce serait pratique. Ils n'auraient pas à changer quoi que ce soit, ni à chercher un autre système avec soleil et planètes habitables. Mais comment? Eh bien, ils utiliseraient leur propre étoile comme moteur, littéralement un moteur stellaire. Tout ce qu'ils auraient à faire, c'est pousser leur étoile, et tout ce qui orbite autour, dans une direction spécifique. Il faut faire en sorte que l'étoile expulse de la matière de manière inégale, créant une sorte de poussée. C'est ainsi que nos fusées sont propulsées. Mais là, c'est au niveau d'une étoile entière. Lorsque de la matière est éjectée d'un côté, plus que de l'autre, elle agit comme un réacteur, et pousse lentement tout le système. Avec le temps, ils pourraient piloter leur astre vers une destination choisie. Et il ne s'agit pas simplement d'une idée farfelue, enfin, peut-être. Mais de nombreux scientifiques ont proposé différents modèles de fonctionnement pour un moteur stellaire. Et comment nous, humains, pourrions l'utiliser. Le plus célèbre porte le nom de propulseur Shkadov. Ici, l'idée serait d'utiliser un miroir géant afin de pousser une étoile doucement dans une direction en réfléchissant sa lumière. D'autres concepts proposent d'extraire de la masse de l'étoile elle-même. Bien sûr, c'est une opération absolument impossible pour les humains, mais une civilisation ultra avancée pourrait y parvenir. Et ce n'est peut-être pas aussi difficile que cela en a l'air. Il existe déjà des étoiles dans la galaxie qui se déplacent à des vitesses incroyables. On les appelle des étoiles hyper rapides. Ces étoiles sont si rapides qu'elles peuvent s'échapper de leur galaxie mère. Leur histoire commence au cœur de la Voie lactée. Au centre de notre galaxie se tient un monstre. Un trou noir supermassif dont la gravité est si intense que rien ne peut en réchapper. Nous en avons même pris une photo il y a quelque temps.
Vous vous souvenez? Il s'appelle Sagittarius A étoile. Nous commençons avec une paire d'étoiles binaires. Elles sont similaires en masse et orbitent l'une autour de l'autre. Parfois, elles s'approchent trop près d'un trou noir. Lorsque cela se produit, l'une d'elles peut se voir capturée par le trou noir. Son destin est alors scellé, tandis que l'autre a droit au tour de montagne russe le plus fou de sa vie. C'est comme avec une fronde. Elle est projetée vers l'extérieur avec une force inimaginable. Ces étoiles exilées atteignent des vitesses incroyables. On dépasse là le 1,5 million de kilomètres par heure et deviennent des étoiles hyper rapides. Cela n'arrive pas si souvent. Une étoile hyper rapide se voit éjecter du centre galactique peut-être tous les 100 000 ans. Et avec plus de 100 milliards d'étoiles dans notre Voie lactée, les trouver est pire que de chercher des aiguilles dans une botte de foin. Mais malgré cela, nous avons réussi à trouver environ 1 millier de ces exilés dans notre galaxie. Quoi qu'il en soit, ces voyageurs ultra rapides pourraient-ils être des vaisseaux stellaires extraterrestres? Peut-être s'agit-il d'une technique audacieuse développée par des civilisations ayant décidé de se faire propulser par un trou noir afin de pouvoir voyager où bon leur semble à des vitesses vertigineuses. La plupart des étoiles hyper rapides étudiées jusqu'à présent sont des étoiles simples. Mais qu'en est-il des systèmes binaires? Ce système binaire que nous avons mentionné rendrait tout ce processus de transformation d'une étoile en vaisseau spatial beaucoup plus facile. Une civilisation avancée pourrait ainsi concentrer ses efforts sur l'une des étoiles du couple. L'interaction entre les deux étoiles serait utilisée pour affiner la direction et la rotation, comme avec un volant intégré. Cela permettrait également d'utiliser l'énergie de manière efficace. Essayons de mettre cela en œuvre. Prenez une étoile à neutrons. C'est ce qui reste après qu'une énorme étoile a atteint la fin de sa vie. Sa version minuscule et incroyablement dense. Ces petites étoiles à neutrons sont souvent jumelées avec d'autres étoiles de petite taille et normales. Les étoiles à neutrons ont une gravité incroyable. Cela pourrait aider nos extraterrestres à obtenir l'énergie nécessaire à la propulsion du système. Donc, si une civilisation décidait de construire une machine de ce type, elle le ferait probablement près d'un système binaire comme celui-ci. Mais nos amis se contenteraient-ils de ces systèmes binaires de base? En réalité, ils pourraient aller encore plus loin et opter pour quelque chose d'encore plus efficace, un pulsar veuve noire. C'est le type de système binaire le plus spectaculaire qui soit. Une étoile à neutrons tourne à une vitesse incroyable, mais elle ne se contente pas de la compagnie de son étoile voisine. Elle la dévore lentement. Cela crée une danse gravitationnelle captivante, à la fois destructrice et magnifique. Tandis que l'étoile à neutrons tourne, elle projette des torrents de particules à haute énergie dans l'espace. Et toutes ces particules viennent se heurter aux fragiles vestiges de son pauvre petit partenaire. Vous imaginez si toute cette énergie pouvait être récoltée? Toutes ces options, étoiles hyper rapides, systèmes binaires et pulsars araignées, leur permettraient donc de disposer d'un super moteur stellaire. Et une civilisation dotée de ce type de moteur pourrait explorer et coloniser progressivement toute la galaxie, et ce en ayant sa propre source d'énergie ainsi que des planètes à sa disposition. Mais comment savons-nous si ces vaisseaux stellaires existent réellement? Les astronomes recherchent ce que l'on appelle des technosignatures. Ce sont de petits indices et des pistes, quelque chose qui semble inhabituel pour des corps célestes normaux. Par exemple, des mouvements étranges dans les systèmes binaires, ou des étoiles qui éjectent de la matière d'une manière étrange et non naturelle. Tout cela pourrait signifier que quelqu'un utilise une technologie à cet endroit. Nous n'avons jusqu'à présent aucune preuve de cela, mais il y a quelques candidats. 2 pulsars veuve noire semblent en effet plus qu'étranges. Clément Vidal, l'auteur de l'article, a dit que nous devrions examiner ces systèmes de près, juste au cas où. Et même si cette idée finit par s'avérer fausse, nous pouvons toujours l'utiliser comme source d'inspiration. Si des civilisations extraterrestres ne le font pas avant nous, nous pourrions simplement être les pionniers de cette technologie. Et en parlant de technosignature, en plus de ces vaisseaux stellaires, la NASA recherche également des signes de mégastructures dans l'espace. Peut-être que d'autres civilisations n'ont pas encore transformé leurs étoiles en super-réacteurs, mais qu'ils les utilisent simplement comme une source d'énergie géante. La vie a besoin d'énergie pour survivre, qu'il s'agisse des microbes, des animaux ou de civilisations intelligentes semblables à l'humain. Au fur et à mesure que la vie évolue, ces besoins énergétiques montent en flèche. Nous avons commencé avec le feu, puis nous sommes passés au charbon et au pétrole, et maintenant nous explorons l'énergie solaire. Un jour, nous pourrions commencer à exploiter directement l'énergie de notre soleil. Peut-être que des créatures extraterrestres avancées le font déjà. Sur Terre,
Le physicien Freeman Dyson a proposé l'idée d'une sphère de Dyson, une gigantesque structure installée autour d'une étoile et capable de récolter son énergie. Comme un immense panneau solaire, mais tout autour du Soleil. Cela semble fou, mais peut-être en existe-t-il un exemplaire quelque part dans la galaxie. Là encore, des astronomes sont à l'affût de technosignatures qui trahiraient un tel système. Par exemple, ils ont analysé des données provenant de plus de 5 millions d'étoiles à la recherche de signaux étranges, de scintillements ou de tout ce qui ne peut pas s'expliquer par de la poussière ou des éléments similaires. S'il existait quelque part une sphère de Dyson, l'énergie absorbée ferait rayonner l'étoile d'un éclat inédit sur le spectre infrarouge. Et cela signifierait que nous remarquerions une lueur révélatrice. Finalement, ils ont réduit le nombre de candidats possibles à 368. Ils les ont inspectés et seulement 7 étoiles sont restées en lice. Ces étoiles ont des motifs lumineux étranges que nous ne pouvons pas encore nous expliquer. Il s'agit principalement de naines rouges petites et faibles. L'une d'entre elles est particulièrement célèbre et porte le nom d'étoile de Tabi. Elle clignote et s'assombrit de manière étrange et aléatoire, allant de temps à autre jusqu'à diminuer sa luminosité de 22%. Les astronomes ignorent si une lune brisée tourne autour d'elle, ou si c'est de la poussière ou encore une sphère de Dyson. Dans tous les cas, ils continuent à chercher ces techno-indices. Espérons que nous découvrirons la vérité un jour. Regardez ça! Des astronomes ont récemment découvert une étoile à neutrons, aussi appelée étoile morte, tournant à la vitesse extraordinaire de 716 tours par seconde. C'est l'une des étoiles les plus rapides que nous ayons jamais trouvées dans l'univers. Et il n'y a pas que sa vitesse. La surface de cette étoile à neutrons est en éruption constante, avec des explosions surpuissantes. Mais avant de nous plonger dans le mystère de cette étoile à neutrons, voyons ce que sont réellement ces objets. Ils se forment à partir des restes d'étoiles massives, dont la masse est au moins 8 fois celle du Soleil. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible nucléaire, elles ne peuvent plus contrer la force de gravité qui attire leur matière vers l'intérieur. Cela entraîne l'effondrement de leur noyau et déclenche une gigantesque explosion de supernova qui fait voler en éclats les couches extérieures de l'étoile. Ce qui reste est un noyau ultra dense, une étoile à neutrons. Ces vestiges stellaires sont incroyablement petits, généralement d'une largeur de seulement 19 km. Et pourtant, leur masse est supérieure à celle du Soleil. La densité des étoiles à neutrons est également très impressionnante. Imaginez que vous preniez la masse de 2 soleils et que vous la compressiez en une sphère de la taille d'une ville. Une seule cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 10 millions de tonnes. C'est l'équivalent du poids combiné de 85 000 baleines bleues. Cette densité extraordinaire est à l'origine des champs gravitationnels extrêmement puissants des étoiles à neutrons. Lorsque de la matière tombe sur une étoile à neutrons, elle accélère jusqu'à atteindre une vitesse de plusieurs millions de kilomètres par heure avant de percuter la surface. L'énergie libérée par de tels impacts est vraiment stupéfiante. Malgré son nom, une étoile à neutrons ne contient pas que des neutrons. Quelques protons y survivent également. Normalement, les protons se repoussent mutuellement du fait qu'ils présentent une même charge positive. Mais dans une étoile à neutrons, la gravité écrasante les rapproche tellement que la force nucléaire prend inexorablement le dessus. Elle les attire vers les neutrons comme s'ils faisaient tous partie de la même équipe. À l'intérieur de l'étoile, plus on descend, plus les choses deviennent étranges. Près de la surface, les neutrons s'agglutinent en amas, un peu comme des gnocchis de neutrons. Un peu plus bas, ces amas s'assemblent en longues chaînes, formant ce que les scientifiques appellent la couche spaghetti. Je commence à avoir faim. À des pressions encore plus élevées, les chaînes spaghetti fusionnent côte à côte, créant des feuilles plates, des lasagnes de neutrons. Continuez à descendre encore plus profondément, et les lasagnes finissent par se décomposer en une masse uniforme. Mais même alors, la structure n'est pas lisse. Il y a des espaces, de longs vides en forme de tube qui ressemblent beaucoup aux pâtes pennes. Ainsi, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, vous avez des couches de gnocchi, de spaghettis, de lasagnes et de pennes. Et chacune de ces couches illustre les résultats époustouflants de la physique sous une pression démentielle. Bon, je vais certainement manger italien aujourd'hui. Cette étoile à neutrons récemment découverte fait partie d'un système binaire situé dans un amas d'étoiles denses. Cet amas est situé près du centre de la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Sagittaire. La vitesse de rotation record de cette étoile est extraordinaire. Si l'on prend une période non pas d'une seconde, mais d'une minute, on obtient plus de 42 000 rotations. Cette nouvelle venue est à égalité avec une autre étoile à neutrons. Elles tournent toutes deux exactement à la même vitesse. Des vitesses de rotation aussi extrêmes sont rares,
et font de ces étoiles des cas particuliers en termes de comportement et de propriétés. Mais ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le partenaire binaire de notre étoile à neutrons. Il s'agit d'une naine blanche, le vestige dense d'une étoile similaire à notre Soleil en termes de taille. Cette naine blanche est également très rapide. Elle orbite autour de l'étoile à neutrons toutes les 11 minutes. Cela fait du couple un système binaire avec la période orbitale la plus courte jamais observée. Imaginez un objet stellaire tournant autour de son partenaire plus vite qu'il ne faut pour préparer une tasse de café. Oui, c'est le genre de vitesse dont nous parlons ici. Cette orbite serrée et rapide nous montre à quel point les forces gravitationnelles sont puissantes à l'intérieur du système. Vous vous demandez peut-être pourquoi les étoiles à neutrons tournent si vite. C'est une question de conservation du moment cinétique. Je m'explique. Lorsqu'une étoile massive s'effondre pour devenir une étoile à neutrons, elle rétrécit considérablement. Une compression aussi rapide accélère instantanément sa rotation. C'est comme un patineur qui tourne plus vite lorsqu'il rentre ses bras. Et plus l'étoile est petite, plus elle tourne vite, ce qui entraîne des vitesses de rotation extrêmes. Dans les systèmes binaires comme celui-ci, les étoiles à neutrons peuvent atteindre des vitesses de rotation encore plus élevées. Leur astuce consiste à voler de la matière à leurs étoiles compagnes. On appelle ce processus chapardage. Non, je plaisante. Ça s'appelle l'accrétion. La matière volée est porteuse d'un moment cinétique qui augmente la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Cette matière peut également s'accumuler à la surface de l'étoile à neutrons, ce qui finit par déclencher de puissantes explosions thermonucléaires. Elle libère d'immenses quantités d'énergie, donnant temporairement à l'étoile une luminosité jusqu'à 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Cela permet aux astronomes d'étudier les détails complexes de ces environnements extrêmes. L'instrument à rayons X de la NASA à bord de la Station spatiale internationale, officiellement appelé Neutron Star Interior Composition Explorer, et heureusement surnommé NICER, a observé 15 explosions thermonucléaires à la surface de notre étoile à neutrons entre 2017 et 2021. L'une de ces explosions a révélé un motif unique appelé oscillations thermonucléaires, qui sont des taches de luminosité très asymétriques sur les couches superficielles brûlantes des étoiles à neutrons en accrétion. Ce motif correspondait à la vitesse de rotation de l'étoile et confirmait ainsi sa vitesse extrême. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Si les étoiles à neutrons sont déjà extrêmes, il en existe une autre catégorie qui élève le niveau d'un cran, les magnétars. Les magnétars sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques incroyablement puissants, jusqu'à 1000 billions de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces champs les distinguent des autres étoiles à neutrons. Ils peuvent déformer les atomes des objets proches, rendant la vie impossible à proximité. Quant à la densité d'énergie du champ magnétique d'un magnétar, elle est extrêmement élevée, soit 10 000 fois supérieure à la densité de masse du plomb. Les magnétars produisent également des sursauts de rayons X et de rayons gamma si puissants qu'ils peuvent temporairement éclipser des galaxies entières. Ces sursauts sont souvent déclenchés par des séismes stellaires, des déplacements violents de la croûte du magnétar causés par ses propres champs magnétiques. Par exemple, en 2004, un sursaut gamma provenant d'un magnétar a été si puissant qu'il a perturbé l'ionosphère terrestre. Il a frappé la Terre, et il était si intense que plusieurs satellites ont pu le détecter. Le satellite Swift, construit spécifiquement pour détecter les sursauts gamma de l'univers, n'a pas seulement enregistré l'explosion, il a été frappé par une telle énergie que ses capteurs ont été complètement surchargés. Et Swift ne se trouvait même pas en face du sursaut. L'énergie était si forte qu'elle a traversé l'engin spatial et a submergé ses caméras. Si un magnétar était situé aussi près de la Terre que la Lune, son champ magnétique supprimerait toutes les données des cartes de crédit de la planète en effaçant les bandes magnétiques. Voilà le niveau de puissance auquel nous avons affaire ici. Les magnétars sont extrêmement actifs, mais pour une durée relativement courte. Leurs champs magnétiques intenses s'affaiblissent après environ 10 000 ans. Après cela, ils cessent d'émettre de puissants rayons X et gamma. Les astronomes pensent qu'il existe au moins 30 millions de magnétars inactifs dans la seule Voie lactée. Ces vestiges cosmiques silencieux sont dispersés dans toute la galaxie. Les étoiles à neutrons et les magnétars servent de laboratoire pour la physique extrême. Ils permettent aux astronomes de mieux comprendre le comportement de certaines matières dans des conditions que vous ne pourriez jamais reproduire sur Terre. L'incroyable densité de ces objets aide les scientifiques à comprendre ce qui se passe lorsque les protons et les électrons sont comprimés ensemble pour former des neutrons. Cela crée des états de la matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers.
Ces violentes explosions sur les étoiles à neutrons et les magnétars jouent également un rôle essentiel dans la formation d'éléments lourds, tels que l'or et le platine. Ces éléments sont dispersés dans tout l'univers lors de ces événements énergétiques pour finalement faire partie des planètes et des étoiles, et de vous et moi. D'ailleurs, l'instrument NICER de la NASA a joué un rôle clé dans la découverte du mystère des étoiles à neutrons. Sa capacité à détecter les rayons X avec une grande précision a permis aux astronomes d'étudier la rotation rapide de l'étoile dont nous avons parlé, ainsi que les explosions thermonucléaires qui se produisent à sa surface. Vraiment époustouflant. Localiser l'étoile polaire est relativement aisé par une nuit claire. Il suffit simplement d'identifier la Grande Ourse. Les deux étoiles situées à l'extrémité de la casserole de cette constellation servent de repère et indiquent la direction de l'étoile polaire. Vous la voyez? C'est le bout du manche de la casserole. Ou, si l'on préfère, la queue de la petite ours, juste là. Depuis des siècles, l'étoile polaire fascine les observateurs. Également appelée Polaris, elle brille presque exactement au-dessus du pôle nord terrestre, ce qui en fait un repère précieux pour tout voyageur privé de boussole ou de GPS sur son téléphone. C'est aussi la céphéide la plus proche de notre planète, un type d'étoile qui oscille périodiquement en luminosité et en taille. De plus, Polaris appartient à un système binaire. Elle possède une compagne plus discrète, nommée Polaris B. Depuis la Terre, on peut d'ailleurs observer cette dernière en orbite autour de l'étoile polaire. Mais à mesure que les astronomes scrutent Polaris, leur perplexité grandit. Le principal obstacle réside dans l'incapacité à s'accorder sur sa taille et sa distance. Pour estimer ses paramètres, ainsi que son âge, les scientifiques utilisent plusieurs techniques. L'une d'entre elles repose sur l'évolution stellaire. Après avoir étudié la luminosité, la couleur et la fréquence des pulsations d'une étoile, les experts peuvent en déduire son éclat, sa taille et son stade d'évolution. Une fois ces paramètres établis, il devient relativement simple de calculer sa distance. Il s'agit d'une opération mathématique fondée sur la comparaison entre sa luminosité intrinsèque et l'intensité avec laquelle elle est perçue depuis la Terre. Ces modèles sont particulièrement fiables pour des étoiles comme Polaris, dont la pulsation est directement liée à la luminosité. Cette relation permet d'estimer leur distance avec précision. Les astronomes font tellement confiance à cette approche qu'ils l'utilisent pour mesurer les distances à grande échelle dans l'univers, faisant des céphéides un outil fondamental en astronomie. Toutefois, d'autres méthodes d'analyse de l'étoile polaire entrent en contradiction avec ces modèles. Polaris est une étoile binaire astrométrique, ce qui signifie que son étoile compagne gravite autour d'elle en suivant une trajectoire bien définie. Depuis la Terre, cette orbite donne l'impression d'un cercle tracé autour de l'étoile principale. La révolution complète de l'astre secondaire prend environ 26 ans. Bien que les astronomes n'aient pas encore observé en détail l'ensemble de l'orbite de Polaris B, ils disposent de suffisamment d'éléments pour en déduire sa trajectoire. En appliquant les lois de la gravitation de Newton, ils peuvent ainsi calculer les masses des deux étoiles. Ces calculs, croisés avec les récentes mesures du télescope spatial Hubble, fournissent des estimations très précises. Ils indiquent que Polaris possède une masse environ 3,45 fois supérieure à celle du Soleil. Pourtant, cette valeur est bien inférieure à celle avancée par les modèles d'évolution stellaire qui suggèrent une masse avoisinant 7 fois celle du Soleil. Il y a une autre particularité étrange dans ce système stellaire. En calculant l'âge des étoiles, les chercheurs ont découvert que Polaris B était beaucoup plus vieille que sa compagne. Ceci est très rare dans un système binaire, car en général, les deux étoiles sont du même âge. Une des explications possibles serait que l'une des mesures utilisées pour déterminer cet âge soit incorrecte. Polaris demeure une étoile difficile à étudier. En raison de sa position au-dessus du pôle Nord, elle échappe à la vue de la majorité des télescopes. Ceux qui disposent de l'équipement nécessaire pour mesurer ses propriétés avec une grande précision sont en général utilisés pour l'observation d'étoiles plus éloignées et moins lumineuses. Polaris, avec sa lumière intense, éblouit ces instruments, les empêchant de l'étudier correctement. Une théorie intéressante propose que l'étoile principale du système Polaris ait autrefois formé un système binaire, mais que les deux étoiles aient fusionné il y a plusieurs millions d'années. Cette collision aurait pu les rajeunir en leur apportant de la matière supplémentaire, ce qui leur donne l'air d'être plus jeunes qu'elles ne le sont réellement. Ce phénomène pourrait aussi expliquer d'autres anomalies, car les étoiles issues de telles collisions ne correspondent pas au modèle d'évolution classique. Cependant, il est important de noter qu'aucune de ces hypothèses n'a encore été confirmée. L'étoile polaire revêt une importance capitale.
En raison de la rotation incessante de la Terre, les étoiles semblent se déplacer à travers le ciel. Et ce mouvement, combiné à l'inclinaison de la planète, est à l'origine des saisons. Si l'on traçait une ligne droite en prolongeant l'axe autour duquel la Terre tourne, et si l'on l'étendait sur plus de 300 années-lumière au-delà du pôle Nord, on aboutirait à l'étoile polaire. Polaris reste pratiquement immobile dans le ciel, pointant sans cesse vers le nord. Cela en fait un outil de navigation indispensable, particulièrement avant l'apparition des systèmes GPS. Si vous vous trouviez à l'équateur, l'étoile polaire serait juste au niveau de l'horizon, tandis qu'au pôle Nord, elle se situerait directement au-dessus de vous. En mesurant la hauteur de l'étoile dans le ciel, il est possible non seulement de s'orienter, mais également de déterminer votre position sur Terre avec une grande précision. Il est curieux de constater qu'il n'existe pas d'étoile équivalente au pôle Sud, car il n'y a pas d'astre suffisamment lumineux directement au-dessus de cette région. Toutefois, il est possible qu'une telle étoile apparaisse un jour. Ce phénomène pourrait être lié à la précession, le mouvement similaire à celui d'une toupie en rotation qui entraîne un changement progressif de l'orientation des pôles terrestres. Ainsi, dans les 26 000 ans à venir, il est possible que l'étoile du Nord change, passant de Polaris à d'autres étoiles. Un jour, Vega prendra la place de l'étoile polaire. C'est la 5e étoile la plus brillante du ciel nocturne et la 2e plus brillante de l'hémisphère céleste nord. Vega est également appelée Alpha Lyrae, car elle est l'étoile principale de la constellation de la Lyre. Elle a joué un rôle central pour les civilisations depuis l'Antiquité, grâce à sa grande luminosité et sa couleur bleue, qui la rendent très reconnaissable. Vega a déjà été l'étoile polaire il y a plusieurs milliers d'années, et devrait retrouver ce titre dans environ 12 000 ans. Cette étoile se trouve à seulement 25 années-lumière de la Terre, et n'a que 450 millions d'années, soit bien moins que notre système solaire, âgé de 4,6 milliards d'années. Les astronomes l'étudient pour mieux comprendre les systèmes stellaires en formation. Vega se trouve presque directement au-dessus de nos têtes en été, aux latitudes moyennes nord. Elle se cache derrière l'horizon pendant seulement 7 heures par jour et est visible toutes les nuits de l'année. En voyageant plus au sud, on s'aperçoit que Vega disparaît sous l'horizon pendant des périodes plus longues, mais en Alaska, au nord du Canada et dans certaines régions d'Europe, elle ne se couche jamais. Sa lumière bleu-blanc a été remarquée dans de nombreuses cultures parmi les plus anciennes, des Chinois aux Polynésiens en passant par les Hindous. Le nom de Vega peut se traduire par « chute » ou « rapt », faisant référence à la période où l'on voyait cette constellation comme un vautour en vol plutôt qu'une lyre. Vega a aussi été la première étoile à être photographiée, après le Soleil bien sûr. En 1850, des astronomes de l'observatoire du collège de Harvard ont utilisé un réfracteur de 38 cm pour la capturer en images. 20 ans plus tard, un astronome amateur a analysé la lumière de Vega, dévoilant ainsi les différents éléments qui composent l'étoile. En 2006, grâce aux observations télescopiques, les scientifiques ont découvert que Vega tournait à une vitesse telle que ses pôles étaient plusieurs milliers de degrés plus chauds que son équateur. L'étoile effectue une rotation toutes les 12 heures et demie, atteignant 90% de sa vitesse de rotation critique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle un objet risque de se désintégrer. En 2013, des chercheurs ont annoncé la découverte d'une ceinture d'astéroïdes autour de Vega, suggérant la possibilité de planètes parmi ces roches spatiales. Cette ceinture se divise en 2 zones, une région extérieure composée d'astéroïdes glacés et une région intérieure avec des roches plus chaudes. Les scientifiques peuvent étudier des étoiles brillantes comme Vega grâce à la mission TSS de la NASA, dont le nom signifie Transiting Exoplanet Survey Satellite. Lancé en 2018, ce satellite dédié à l'observation de l'ensemble du ciel a pour objectif principal la recherche d'exoplanètes. Mais il permet également d'analyser la variabilité stellaire. En étudiant des étoiles comme Vega, TESS aide les scientifiques à mieux comprendre les premières étapes de l'évolution des étoiles.